Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Bonjour à tous, nous sommes ici au 36 rue du Bastion, les nouveaux locaux de la direction régionale de la police judiciaire au sein même du service de la police technique et scientifique. En quelques mots, présentez-vous. Bonjour, Perrine Roger-Thubert, commandant de police en police technique et scientifique, donc ici, rue du Bastion. Et quel est votre parcours qui vous a amené justement à travailler ici ? Alors, je suis arrivée dans ce service il y a bientôt 22 ans. À l'époque, j'étais gardien de la paix. J'ai ensuite passé le concours interne pour devenir lieutenant de police, puis capitaine, puis aujourd'hui commandant. Donc depuis 22 ans, j'exerce mes missions au sein de l'anciennement identité judiciaire. J'ai d'abord été photographe de scènes de crime, photographe autopsie, technicien de scènes de crime. Et depuis une dizaine d'années, j'appartiens à la section de tout ce qui est investigation criminalistique sur les scènes de crime, la recherche de traces papillaires, la recherche de traces ADN, traces de sang, donc toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour révéler un maximum de traces et indices. Vous avez de l'expérience et justement, en quoi votre métier vous passionne-t-il toujours autant ? Alors je pense que exercer longuement en police scientifique nécessite effectivement d'être passionné parce que c'est un service un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on travaille avec les services d'enquête. Pour autant, nous ne procédons pas ni à des interpellations ni à des auditions. C'est-à-dire que notre travail, il est principalement d'être une aide à l'enquête sur les scènes de crime par l'identification justement d'individus et de faire parler en fait les traces et indices. Donc finalement, notre service peut être considéré comme un élément important d'une enquête, mais nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de toutes les auditions et de tout le travail d'enquête. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être passionné pour le faire parce que ça peut être un petit peu frustrant de ne pas avoir tout le déroulé de l'enquête. Nous intervenons principalement donc au début, c'est-à-dire au moment de la saisine, au moment de la découverte d'un corps. Typiquement, quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ? Alors il faut être patient, je dirais, minutieux et vraiment, effectivement, ne pas avoir de crainte d'être sur une scène de crime. Certains policiers sont très bons dans ce qu'ils font, mais ont peut-être du mal justement avec tout ce qui est lié à la mort. En identité judiciaire, en fait, il faut vraiment passer outre cet aspect-là et se dire que ça fait partie du quotidien des gens qui sont affectés en service de police technique et scientifique. À tout moment, vous pouvez être appelé sur une scène de crime. Concrètement, voilà, à quel moment votre métier rentre-t-il en scène ? Alors, lorsque nous arrivons sur une scène de crime, parfois les secours sont encore là, lorsque à un moment il y a peut-être eu une tentative de réanimation de la victime. Et nous arrivons en général de manière concomitante avec le service d'enquête qui sera définitivement saisi, c'est-à-dire qu'en premier lieu, il y a la découverte du corps, ensuite il y a un premier service intervenant, souvent c'est un service de sécurité publique, donc un service en tenue, et ensuite un service d'enquête est désigné selon la zone géographique où nous nous trouvons, et là nous allons travailler de concert avec le service enquêteur, une division de police, un district de police judiciaire, la brigade criminelle, enfin nous travaillons avec eux pendant 6-7 heures environ sur la scène de crime en concertation. Avec un parcours aussi riche, avez-vous une affaire marquante ou une enquête qui vous a le plus marqué ? Qui pour moi sera une affaire marquante ne le sera pas pour le collègue avec qui j'étais sur place. Vous savez, souvent les affaires marquantes, c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire, il peut y avoir une espèce de transfert, une identification, ou une victime qui nous fait penser à quelqu'un. Alors évidemment, dans les affaires marquantes, il y a tout le côté actes terroristes qui sont très marquants. Mais sinon, je me souviens d'une affaire marquante il y a quelques années où un dimanche, nous sommes allés dans un pavillon en région parisienne et il y avait un monsieur qui était décédé au sous-sol.
Et sa femme était très éplorée, donc c'était vraiment un couple de personnes âgées, je dirais assez attachant. D'ailleurs, cette dame me faisait beaucoup penser à ma propre grand-mère, pour qui j'avais énormément d'affection, et elle était vraiment très triste, et on s'est presque, voilà, je me suis un petit peu attachée à elle, enfin le temps que duraient les constatations. Et lorsque, quelques jours après, il y avait eu quand même un obstacle médico-légal, c'est-à-dire qu'il avait été quand même demandé une autopsie du corps de son mari. Et lorsque les résultats sont tombés, à savoir un empoisonnement au cyanure, alors j'avoue, voilà, c'est une affaire qui m'a marquée parce que j'étais très surprise, parce qu'elle jouait très bien son rôle de veuve éplorée. Et voilà, pour moi, c'est une affaire marquante parce que sur la scène de crime, jamais on n'aurait pensé qu'il s'agissait d'un homicide commis donc par cette femme. Lorsque vous arrivez sur une scène de crime, quelles sont les premières constatations à effectuer? Alors, il y a plusieurs actes à réaliser lorsque nous arrivons sur une scène de crime. En fait, tout dépend déjà de la scène de crime. Est-ce qu'il s'agit d'une pendaison? Est-ce qu'il s'agit d'un décès par arme à feu, par arme blanche? Tout dépend en fait de l'environnement de la victime. Mais il y a des actes en fait que nous réalisons de manière permanente, comme la fixation des lieux, c'est-à-dire des prises de photographie des lieux et un plan également des lieux, c'est-à-dire tout mesurer, mesurer le corps, mesurer l'instrument du crime par rapport au mur. Et ça peut paraître bizarre de faire un plan précis des lieux d'une scène de crime, mais ce plan va être utile ensuite lorsque 2-3 ans après, il y a par exemple la reconstitution avec le juge d'instruction pour pouvoir replacer le mobilier, replacer un mannequin qui jouera le rôle de la victime. Donc ce plan, il est très important et il est fait systématiquement. Les photographies également. Il ne faut pas oublier que les photographies ensuite seront diffusées en cour d'assises. Le jury aura accès à ces photographies. Et puis vient la phase de tout ce qui est recherche de traces et indices. Alors on passe de la poudre pour la recherche de traces digitales, on effectue des écouvillons pour les recherches de traces biologiques. Nous avons également du matériel qui nous permet de révéler des traces de sang qui auraient été effacées par l'auteur du crime. Nous faisons donc des recherches comme ça, de différentes natures. Il peut y avoir des traces de semelles de chaussures, vous voyez, des fluides biologiques, des fibres laissées par l'auteur. Et nous allons ramasser tous ces indices et ensuite, ils seront analysés pour essayer d'identifier un individu. Une fois de retour au bureau, comment se passent les diverses procédures à appliquer? Lorsque nous revenons au 36, ensuite, il y a donc un travail de post-production des traces et indices que nous avons relevés sur la scène de crime. Donc tout ce qui est traces digitales, nous allons les exploiter, nous allons les comparer déjà avec les empreintes digitales de la victime, puis ces traces digitales vont faire l'objet de recherches auprès de fichiers automatisés, comme le fichier automatisé des empreintes digitales, pour voir si l'individu qui a laissé par exemple cette trace digitale sur un couteau est connu de notre base de données. D'autres prélèvements vont passer directement en laboratoire biologique, comme tous les écouvillons que nous aurons fait sur la scène de crime. Il y a également les résidus de tir que nous faisons sur les mains de la victime pour voir si la victime avait tiré quelques heures auparavant, si elle est décédée par arme à feu. Donc là également, le laboratoire va faire une analyse de ces résidus de tir. En fait, il y a beaucoup d'éléments que nous récupérons et ensuite qui vont aller dans des différents départements d'analyse. À l'issue, nous sommes toujours en étroite collaboration avec le service d'enquête. Si par exemple nous avons une trace digitale qui nous donne un nom, on dit que ça hit au FAED, nous informons le service d'enquête et ensuite à charge pour lui de procéder à l'interpellation de l'individu. Donc en fait, il y a quand même, c'est pas parce que nous quittons la scène de crime que nous nous séparons définitivement du service enquêteur pour la présente affaire, puisque ensuite nous sommes toujours en lien étroit par justement tous ces résultats de prélèvement, les scellés également. Le service enquêteur va nous déposer des scellés. Ici, en police scientifique, nous allons procéder à l'analyse des scellés. Donc en fait, c'est vraiment un travail main dans la main, je dirais jusqu'à la fin de l'instruction. C'est-à-dire que
et parfois jusqu'au procès d'assises où nous allons nous retrouver à déposer à côté du service enquêteur. Au cours de votre carrière, vous avez sans doute constaté d'énormes évolutions dans l'aspect technique de votre métier. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, l'évolution de la police scientifique, d'abord c'est un avantage parce qu'effectivement c'est un domaine policier dans lequel il y aura toujours une évolution. Quand je suis arrivée il y a 22 ans, le nombre de techniques qui se sont développées pour faire parler les indices sur les scènes de crime, c'est ce qui rend vraiment ce service attrayant, c'est que voilà, on n'est pas arrivé au bout de quelque chose. Il y a toujours une évolution. Donc déjà ce côté absence de routine et évolution permanente, enfin, c'est déjà 2 éléments qui me paraissent suffisants pour être toujours passionné. Et effectivement, au bout de 22 ans, on peut se dire, mais finalement, votre quotidien, les jours se ressemblent. Bah non, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas parce que la science progresse chaque année. Et chaque année, nous proposons des nouvelles techniques aux policiers. Via le parcours et toutes les expériences vécues, avez-vous vraiment une spécificité propre au sein de la police technique et scientifique ? Alors, je suis un petit peu spécialisée en thanatologie, c'est donc l'étude des signes cadavériques. Donc j'avais passé ce diplôme en 2006 et ce que je trouvais intéressant sur les scènes de crime, c'est que finalement la victime, hein, le cadavre est à lui-même riche en renseignements et donc cette spécialité de thanatologie me permet parfois sur les scènes de crime d'essayer de deviner si on est plus sur une mort criminelle ou accidentelle ou suicidaire, de donner ce qu'on appelle le délai post-mortem, c'est-à-dire depuis quand la personne est décédée. Donc c'est vraiment l'étude du corps, c'est l'étude des signes cadavériques, la thanatologie. Comment est née cette vocation pour ce métier incroyable et si passionnant à vous entendre ? Cette vocation, elle est née il y a très longtemps, lorsque j'étais petite et que je commençais à lire un petit peu les romans ou les nouvelles d'ailleurs d'Alfred Hitchcock, Agatha Christie, et je trouvais ça passionnant, je trouvais ça excitant. En fait, j'avais une passion pour tout ce qui était roman policier, et très vite, je me suis pas posé de questions, je me suis dit c'est ce que je veux faire plus tard. Donc à l'âge de 8-9 ans, j'avais déjà dit à mes parents que je souhaitais rentrer dans la police, et dans la police scientifique. C'est-à-dire que, les années passant, en fait, j'ai jamais changé d'avis. Et quand je suis rentrée à l'école de police, c'est pareil, hein, j'ai jamais eu envie d'aller à la brigade des stupes, à la brigade du banditisme, à la brigade des mineurs. Ça a toujours été la police scientifique. Pourquoi ? Je ne sais pas, je crois que c'est un peu le principe d'une vocation, c'est qu'on a un peu du mal à dire d'où cela peut provenir, mais je crois vraiment que ce sont mes lectures terrées au fond de mon lit, en ayant quelque peur à lire ces romans-là, pour moi j'ai trouvé ça passionnant et excitant. Et aujourd'hui, j'ai toujours le même entrain lorsque je viens travailler, parce qu'il n'y a pas de quotidien, et que je trouve ça passionnant de pouvoir aider à résoudre une enquête. Alors pour quelqu'un qui souhaiterait intégrer la police technique et scientifique, en tout cas là où il y a des découvertes de corps et des scènes de crime, je dirais toute personne sensible s'abstenir, parce que c'est un service quand même difficile où effectivement on côtoie la mort au quotidien, et je pense qu'il faut remiser toutes ces émotions au vestiaire, ne pas faire preuve d'empathie. Alors ça peut paraître finalement très clinique ce que je suis en train de dire, mais je pense vraiment que en identité judiciaire, un cadavre, c'est un cadavre, et c'est comme une pièce à conviction qui va nous aider à résoudre une affaire. Et voilà, et je pense que peut-être que des gens un petit peu trop émotifs ou ne supporteraient pas de faire ça plusieurs années d'affilée. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.